Bonjour Pascal, bonjour Isabelle. Salut Bonjour. Raphaël. Vous allez bien? Ah bon, on est bien, là, on est en bonne compagnie. Donc, effectivement, on est très content d'être là avec toi. Bon, bah, super. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, en quelques mots? Le problème, c'est rapidement, je crois. tu veux que je te présente plutôt? Vas-y. Vous pouvez Ça peut être drôle de présenter Oui. l'autre. Aïe, Hein. on va faire ça. qu'est-ce Allez, que je vais bien allez. pouvoir dire? Je te présente. Donc soyez les bienvenus à Salvaterra, Dame Isabelle. Donc Isabelle, qui n'est pas seulement ma partenaire, mais aussi ma femme. Donc, oui, puis Salvaterra ayant plus de 20 ans maintenant cette année, on travaille ensemble depuis plus de 20 ans. Donc, que dire d'Isabelle, qui est devenue Dame Isabelle un petit peu par la force des choses, hein, elle adore l'histoire, elle adore surtout raconter des histoires aux gens et les convaincre. Nous, on a toujours visé l'accueil des scolaires en réalité, et donc on a fait 4 classes et on l'a à chaque fois thématisé différemment pour pouvoir leur faire vivre une journée au XIIIe siècle dans les meilleures conditions possibles. C'est une convainqueuse, je ne sais pas si on se dit ça. Mais... Bref, je suis une prof ratée, quoi. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais non, réussi. Bien, donc Pascal, Ruet, mon cher et tendre, donc depuis, je ne vais pas le dire Non, parce le que dis ça nous rajeunit pas, et qui est en fait le créateur du projet, qui est le créateur aussi de la compagnie Excalibur, qui continue toujours à vivre. Donc lui, c'est un créateur, voilà. Et tant pis pour les pauvres gens qui se font embarquer dans cette histoire parce qu'eux, ils n'avaient rien demandé. Non, je vous plains. Et voilà, en fait, Salvaterra, c'est une idée de Pascal depuis 87. Oh, mais t'as une bonne mémoire. Bah, c'est mieux quand on parle d'histoire, oui, c'est mieux d'avoir une bonne mémoire. J'avais 26 ans, j'étais jeune et belle. Et en fait, ce que Salvaterra est devenu aujourd'hui, c'est aussi l'apport de plein de gens. C'est plus seulement le projet de Pascal. C'est aussi un peu le mien, mais il n'y a pas que Pascal et moi. Chaque personne a apporté... Ouais. L'idée, ça n'a jamais été de faire quelque chose tout seul, de toute façon. C'est de faire des choses avec des gens. Le principe, vu que c'est une association au départ, la compagnie Excalibur, une association, c'est plein de gens ensemble, qui chacun apporte quelque chose à un projet commun. Avoir un projet commun, mais à l'intérieur, il y a plein de gens qui font des choses très très différentes et qui l'enrichissent. Moi, je suis obligée. Hein. Sauf que, pas trop laissé là le où choix. c'est intéressant, c'est que dès qu'elle est arrivée dans la compagnie Excalibur, hein, en 93, 94, elle parle d'aujourd'hui quand même, Isabelle, elle a apporté quelque chose de pédagogique et d'explicatif aux gens. Nous, on était dans la démonstration de combat, dans le sport, dans l'artistique et dans le n'importe quoi en même temps. En tout cas, on n'était pas dans l'histoire. On était dans se faire plaisir comme des grands enfants. Isabelle, elle a apporté une caution historique. Pascal, il voulait faire Dada en costume de chevalier, tu vois. Oui, ça se résumait à peu près à ça. Hein, donc, j'ai bien réussi, je trouve. Et, moi, je trouvais ça très sympa hein, aussi, on se marrait bien, mais je trouvais que c'était pas suffisant. Oui, je suis fille de prof. Oui, fille de prof d'histoire. Ça a dû jouer quelque part. Et je trouvais qu'on pouvait en profiter, justement, pour... essayer de faire de la vulgarisation. C'est pour ça qu'on a créé des ateliers pédagogues, parce que quand on fait une démonstration de combat, ça dure quelques minutes, puis à la fin on parle aux gens, mais de quoi? On va parler des armes 5 minutes, mais ça suffit, c'est limité quoi. Alors que quand à côté du combat, tu as un atelier, mettons, voilà, de vie quotidienne, on explique pourquoi est-ce qu'on s'habille comme ça, tiens, qu'est-ce qu'on va manger après, ça développe le truc. C'était pas ça au départ. Hein. Et les gens viennent du coup, pas que pour voir un combat, ils viennent pour apprendre tout le reste. Au départ, ça a été la bouffe. Parce qu'on est des Français et que la bouffe, ça intéresse tout le monde. Et non, au départ, pas le banquet. Non, la bouffe de tous les jours. Au contraire. Mais c'est parce que dans la compagnie Excalibur, tu faisais partie de celles qui faisaient à manger pour les gens aussi. Pour de vrai. Du concret, tu arrives dans un campement, tu vas pas juste ouvrir une boîte de raviolis que tu as saoulé le soir. Tu connais les mecs. Eux, ils bouffaient des boîtes de raviolis. Moi, je suis arrivée, j'ai fait non, ça va pas être possible. Donc, on a commencé à manger, on a suivi des vraies recettes. Du coup, on avait envie d'en parler aux gens aussi. Et puis, du coup, c'est sans fin.
Et les Parce autres troupes nous l'enviaient. Quand on faisait des rencontres avec d'autres troupes, à Montéguillon, ils voyaient nos repas, ils pleuraient. Eux, ils mettaient leur boîte de raviolis à chauffer dans du feu, et elles faisaient des trucs à la bière, des ragoûts. Du saumon à la braise, avec... oui, ouais. Ouais, c'était pas... Même maintenant, tout le monde vous envie, en fait. La cuisine au chaudron, quoi. Donc je sais faire la cuisine au chaudron pour 30 personnes. Donc j'ai un peu perdu la main, avec des poêles à frire qui pesaient 1 tonne en plus. Donc si tu pouvais pas t'en servir pour faire des crêpes, à la limite tu pouvais taper sur quelqu'un avec, c'était bien. On va reprendre un petit peu au tout début. Comment est-ce que vous vous êtes connus? Eh bien justement, Isabelle est rentrée dans la compagnie Excalibur pour apprendre l'épée, donc au début des années 90. La compagnie avait été créée en 87, mais c'était compliqué parce que c'était avec mon ex-beau-frère et on n'était que 2. Et à 2, on ne fait pas grand-chose. On se battait beaucoup ensemble et on ne pouvait pas expliquer ce qu'on faisait parce qu'on le faisait instinctivement. Il a fallu attendre la rencontre avec un gars, Jean-Philippe, qui était donc dans l'histoire aussi, plutôt dans l'histoire antique, mais l'histoire médiévale l'intéressait. Et du coup, à nous deux, on a recréé quelque chose, on l'a codifié, planifié. Et ça a lancé la compagnie Excalibur en 92 avec quelque chose à proposer aux gens. Et Isabelle est arrivée peu de temps après, alors qu'on faisait encore que du combat. Vraiment. C'était 100% combat, le reste ne nous intéressait pas. Mais déjà, il fallait développer le combat médiéval, chose qui n'existait pas en France. Nous sommes ici dans l'armurerie. Comme son nom l'indique, l'armurerie est faite pour fournir le matériel défensif. En tant que seigneur, je dois protéger la cité, mais je ne vais pas le faire tout seul. Donc, je distribue les armes aux hommes et aux femmes d'armes, afin qu'ils soient équipés. Et comme on n'est jamais sûr que les armes reviennent où elles ont été prises, on ferme l'armurerie le soir et toutes les armes sont toujours sous contrôle. En cas de problème, on appelle. L'armurerie, c'est là où on sonne. Alors là, par exemple, c'est quand ça marche pas. Là, c'est quand ça marche peu. Là, c'est quand ça marche un petit peu moins peu. Et aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Bon, c'est pas grave, donc on va se passer de ça. Hein. Donc normalement, on appelle les gens. À l'attaque! Voilà, ça va beaucoup mieux. Ici, vous avez des armes d'ast. Toutes les armes d'ast, c'est des armes qui sont faites pour tuer les gens de loin, fabriquées par nos forgerons. Vous pouvez regarder de près, voilà. Et vous avez des armes pour le combat rapproché, évidemment, au cas où l'adversaire soit un petit peu trop près que prévu. Les haches, évidemment les épées. Donc tout ça est fait pour défendre la cité de Salvaterra. Le matériel défensif, il consiste également les vêtements de combat. Les vêtements de combat, c'est ce qu'on appelle vulgairement la cotte de maille. Ça s'appelle en réalité le haubert. C'est une grande robe de maille qui protège le combattant. Mais il faut aussi des boucliers et on ne part pas au combat sans son casque, à moins d'être systématiquement débile ou d'être un acteur de cinéma. Tous ces équipements, ils sont donc fournis. Certains chevaliers ont leur propre équipement, mais ça, on le verra quand on ira dans la maison seigneuriale pour voir l'équipement de luxe. Ici, on va dire que c'est l'équipement de base, le tout venant. On va remonter un peu dans le temps. Tout à l'heure, Isabelle, tu nous as cité une date très très précise sur l'arrivée dans la tête de Pascal du parc. Pourquoi, comment ça t'est venu? C'est pendant le Creusot, les années Creusot, on peut en parler un petit peu. Alors les années Creusot, c'est le préquel de Salvaterra. Oui. C'est-à-dire quand on a fait le Creusot, mais avant, oui, puis enfin, ça dépend, tu veux remonter jusqu'où, parce que en réalité, moi ça remonte quand j'avais 7 ans et que j'ai vu Thibaut des Croisades à la télé, donc tu vois. Oui. Autant dire que c'était en 67, je vous rappelle les enfants. Hein, pour moi, c'était fondateur. Plus grand, je vais être un chevalier dans le désert. Waouh, super. Et du coup, j'ai toujours voulu être chevalier. Mais ça n'existe pas le métier de chevalier. Puis quand tu grandis, tu te rends bien compte que ça n'existe pas. Hein. J'ai failli être vétérinaire, c'est dire. Donc j'ai suivi mes études. Hein. J'ai eu un bac scientifique, mais en candidat libre, hein, parce que je voulais pas. Enfin bref, je n'aimais déjà pas le carcan. Oui, on m'a raconté, et par derrière ta maman, que tu allais au lycée en moto, mais pas au lycée. Oui. Dans le lycée. Ah oui, oui, évidemment, je suis un peu rentré dans les classes avec ma moto, oui, mais bon, ça a fait désordre, après je suis parti. Bon, c'était il y a longtemps. Mais l'idée d'être chevalier est restée. Oui. Sauf que comme tu ne peux pas vivre de ça, au début, faut faire autrement, et donc il faut s'amuser. Voilà. D'ailleurs, tu es chevalier, mais
il n'y a plus de chevaliers pour adouer de nouveaux chevaliers. Hein. Ça a été notre gros problème quand on a voulu être chevalier avec mon ex-beau-frère Frédéric en 87, quand on a créé la compagnie Excalibur, qui s'appelait Excalibur d'ailleurs tout simplement à l'époque. On a passé nos épreuves, parce qu'il fallait des épreuves initiatiques pour être chevalier. Hein. Des épreuves où il fallait s'arrêter au premier sang, enfin c'était un peu intéressant. Voilà. Et quand on a passé toutes nos épreuves, il fallait trouver quelqu'un pour nous faire chevalier. On ne pouvait pas se le faire nous-mêmes. Oui, c'est compliqué. Donc on a trouvé un subterfuge. C'est mon deuxième ex-beau-frère, parce que j'ai toute la famille à l'époque. Hein. On n'est jamais si bien quand on travaille avec les proches. Pascal recrute absolument tout le monde, il faut le savoir. Ils étaient obligés d'être là, hein, forcément, donc je les prenais tous, femme, bon, il n'y a pas d'enfant à l'époque. Et c'est Lionel, donc, qui lui n'était pas du tout ni chevalier ni médiéviste. On l'a habillé, on lui a dit « Toi, tu seras celui qui nous fait chevalier. » Voilà. Parce qu'il fallait quelqu'un d'extérieur. Ah bah oui. À la limite, peu importe qui c'était. Comme à l'époque d'ailleurs. L'important quand tu es chevalier, c'est que quelqu'un te fasse chevalier. Voilà. Parce que si tu dis je suis chevalier, tu l'es pas. Bah oui. Donc, quelle que soit la personne extérieure, on va dire, en jouant le jeu, qu'elle a été légitimée. On ne sait pas comment, mais c'est pas très important. C'est elle qui nous a fait chevalier. Et à partir de là, ça démarre. Et à partir de là, il y a plus de chevaliers. À partir de là, tu es chevalier, donc tu peux toi-même, effectivement, hein, t'en sais quelque chose, parce que maintenant tu es chevalier, on peut transmettre ça à d'autres, hommes ou femmes, beaucoup plus d'hommes, parce que la plupart des filles sont intéressées par des choses moins crétines que se taper dessus avec des épées, et qu'il faut quand même avoir un grain pour aimer se battre, forcément. Mais du coup, ça se développe là-dessus. Oui, moi tout de suite, j'aimais la bouffe, tu vois. Ça, c'est utile. Mais ça se ressent dans les armes que tu utilisais, hein, le combat à poil. Mais c'est tout à fait ça. C'était un sacré spectacle. Voilà. Et donc, la compagnie Excalibur, elle a été créée dès le départ, parce que c'est même dans les statuts de 87, je les ai notés, tapés à la machine à écrire, quand même, je vous rappelle. Oui, on les a retrouvés quand on a créé l'assaut. Ah merde. Il a été prévu un jour de créer un centre médiéval pour pouvoir accueillir du public et vivre dans un endroit qu'on a créé nous-mêmes. Seulement, il fallait beaucoup de temps. Entre le moment où tu crées ton assos et le moment où plus tard tu décides d'ouvrir un parc médiéval, je me doutais bien qu'il n'allait pas se passer 3 ans. Quoi. Donc, au début des années 2000, on était un peu dépité quand même, parce que ça fait un moment qu'on cherche. Puis quand même, tu te dis à quel moment on va pouvoir trouver l'endroit, parce que tout est prêt, sauf qu'on n'a pas d'endroit. Tant que tu n'as pas d'endroit, tu peux pas avoir d'argent. Les plans étaient déjà faits. Oui, parce que quel que soit l'endroit, il fallait déjà agencer d'une certaine façon. Ce serait arrangé, quoi. Donc, tant qu'elle n'a pas d'endroit, tu ne peux pas aller voir les banques. Tant qu'elle n'a pas les banques, tu n'as pas les financements, tu ne peux rien faire. Donc, un jour, on s'est recentré, on s'est dit, mais il faut faire ça dans les monts du Lyonnais. Tant pis pour les accès TGV. Parce que c'était à côté de chez vous à l'époque parce que c'était à côté de Lyon. Ah bah oui. Entre Lyon et Saint-Étienne. Le bassin, c'est Lyon. Et qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien dans les monts du Lyonnais. Et aussi, en plus, suffisamment excentré pour qu'il n'y ait pas de pollution visuelle. Oui. Tu vois, pas de bâtiments super modernes. On s'est dit, il y a des terrains. Il y a beaucoup de terrains disponibles. Donc, on a fait les mairies une par une, 150 mairies, je les ai fait une par une. Un dossier pour chacune. Et puis après, rendez-vous téléphonique, allez les voir. On est allé à Duerne, ça a failli se faire à Duerne. Ils avaient un terrain pour nous. Mais très joli, mais alors très en pente. Duerne, quoi. On est allé à Chambourlonge-Seigne aussi, il y avait des endroits très très sympas. Il y avait plein d'endroits potentiellement envisageables, mais le problème, c'est qu'il fallait qu'ils changent leur plan d'occupation des sols, le fameux PLU. Or, ça prend 2 à 3 ans. Ah oui, quand même. Du coup, entre le jour où on disait OK et le jour où on démarrait, il nous fallait encore attendre. Moi, j'en ai marre d'attendre. Hein. Et quand même, bon, on était chaud, quoi. Donc, il fallait trouver des endroits où les terrains étaient dispo. Le seul, c'était au Trévoire. Et en plus, le maire de l'époque vous avez beaucoup aidé. Et oui, parce que lui, il avait déjà changé son plan d'occupation des sols. Il avait déjà pressenti qu'un terrain pourrait devenir une zone touristique. En fait, il avait lui, il cherchait un projet. Nous, on cherchait un terrain. Donc, forcément, ça a collé. Ça match. Tu vois, c'était... Et il nous a beaucoup aidé, Fernand Guillard. Il nous a aplani les difficultés. Il y avait un autre gars, Patrick Billon, qui était le vice-directeur, le directeur adjoint financier de la communauté de communes, qui lui a cru au projet et qui nous a aussi aplani les... Tu vois, on a eu des gens comme ça, sur lesquels on n'aurait pas pu démarrer. C'est-à-dire des gens qui étaient aussi conscients qu'il n'y avait absolument rien dans la région au niveau touristique et qu'il fallait qu'ils trouvent des choses. Et pourquoi pas nous? Oui, parce que Sotcomcom n'avait pas d'endroit. Si tu veux, dans la Loire, ils avaient le musée du chapeau. Oui.
ici, à Ici, Chazelles. à Chazelles. Ouais. De l'autre côté, ils avaient Courzieux, mais c'est pas la même communauté de communes. Donc, ils se sont dit, un truc là, chez nous, enfin, qui pourrait faire venir du monde, des groupes, Oui, des ça écoles. redynamise quand même vachement. Voilà. Donc, du coup, ils nous ont facilité le truc. Et une fois qu'on a eu le terrain, on a eu la banque. Bah, ça a été une aventure, évidemment, comme tous les... Oui, encore une fois, j'ai un peu relu la Genèse pour préparer tout ça. Oui, c'est au moment où se tournait Kaamelott et où ils avaient besoin de figurants. Vous aviez 2 chiots, un bébé et un parc et un crédit. Ouais, tout Donc ça c'était en un même petit peu temps. compliqué. L'année 2005, ça a été l'année de tous les dangers, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche souvent. Du coup, maintenant que Salvaterra existe Ouais. en 2005, Ouais. ouverture le 2 juillet. Oh, il a une bonne mémoire. Il a Ouais. bien révisé ses fiches. Ouais, 2 juillet 2005. Il y avait les officiels et c'était drôle parce que Oui, ça, oui, le camion est sorti. Le dragon Le dragon, ouais. Ouais, c'est sûr qu'au milieu des costumes, ça faisait un peu désordre. Là. oui, c'était le tractopelle. Ouais, Mais c'est ça, on a terminé 2 minutes avant l'ouverture aux officiels. Oui, la dernière nuit était chaude quand même. Et encore, quand ils sont rentrés, il y avait encore Oh. Phil et Nico qui étaient en train de planter le truc sur le toit avec les marteaux. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est pas très grave. Oui. Quoi. Donc 2 juillet 2005, on ouvre. Voilà. Au début, on était beaucoup. L'équipe de début, c'était la SCOP. Et on était 12. L'équipe de base, elle était 12. Mais la première année, le premier été, pour vraiment que ça démarre en fanfare, on avait 50 intervenants. Mais dès la deuxième année, on était seulement 12. Petit à petit, ça s'est réduit parce que il y a des gens qui sont partis. Puis on a recentré les activités parce que c'est compliqué de gérer financièrement 12 personnes. Surtout avec un site qui n'est pas ouvert pendant l'hiver. On a 7 mois d'activité sur 12. Donc le reste du temps, c'est compliqué. Et de toute façon, c'est difficile de gérer une équipe de 12 personnes. Maintenant, on tourne à 5, il n'y a aucun problème. Surtout qu'on a en général que des psychopathes dans ce métier. Donc si c'est des gens ils ont une façon de vivre, de voir les choses On se demande d'où qui ça vient. sont très enrichissantes, mais qui ne sont pas tellement faites pour vivre en groupe. Chacun a des individualités très fortes. Ce qui est bien quand on est en public. En équipe, c'est plus difficile. Enfin bon, du moment que je suis le chef, ça ne me dérange pas personnellement. Et d'ailleurs, les 5 piliers de Salvaterra, vraiment les 5 personnes les plus importantes à ce moment-là, venaient toutes de la compagnie Excalibur et étaient les 5 piliers de la compagnie Excalibur. Donc, Et aujourd'hui, le parc a beaucoup évolué, puisqu'avant, il y avait des tentes partout. ouais, maintenant, il y en a Le terrain plus était aucune. immense. Il y avait 9 hectares, je crois. Non, on avait 6 hectares 6 au hectares. début, mais on Oui, et n'a après, jamais ça, c'est- utilisé 6 hectares de toute façon. Oui. C'était plutôt 2. Non, puis il faut que les chevaux mangent. Oui, oui. Il y a beaucoup de pâture. Oui, parce qu'on avait plus de chevaux aussi. On avait au total, entre les chevaux, les ânes et les poneys, il y en avait 12. Mais quand même. Donc le foin l'hiver, ça coûte cher. Mais on avait plusieurs camps à l'époque, des camps de toile, Oui. qui montraient que quand un camp de mercenaires s'installe, il s'installe avec ses tentes. C'est ce qu'on était. Eh oui, mais on n'avait pas encore construit. Il faut bien commencer par quelque chose. Et quand on s'installe, on plante les tentes. Donc c'était un immense campement de 40 tentes. Alors que maintenant, justement, c'est construit. Et donc, on a beaucoup moins besoin aussi de gens pour meubler, puisque chaque bâtiment a sa fonction, son intervenant, ça roule beaucoup mieux. Et puis c'est plus rodé. Ah bah. C'est ça. Quand même. C'est-à-dire, au En début, 20 ans, ce serait dommage Ouais. quand on même. avait encore On est beaucoup plus l'idée- efficace, c'est clair. Comme on Ouais. faisait au Creusot, Ouais. c'est-à-dire qu'on accueillait le public et tous les ateliers étaient ouverts. Les gens se promènent comme dans une fête médiévale. Tu vas voir tous les ateliers, tous les stands sont toujours ouverts, quoi. Voilà, c'est une sorte de marché en quelque sorte. Oui. Mais ça, Alors ça qu'en peut- réalité, ils se retrouvaient tous chez moi, hein, on va pas se mentir. Mais ça peut pas fonctionner sur le long terme parce que les gens ont toujours tendance à dire ah mais j'ai pas vu ça, ah Ouais. mais j'ai pas eu le temps de faire ça, ah mais Ouais. attends si je vais voir le spectacle ici, mais je pourrais pas voir le truc des saltimbanques là parce que c'est en même temps. Ah bah oui. Donc à un moment donné on s'est dit on va commencer à recentrer, à mettre des horaires. Voilà. Alors donc ça c'est de telle heure à telle heure, ça c'est de telle heure à telle heure. Et les gens venaient nous dire bah oui mais de telle heure à telle heure je peux pas. Oh, c'est pénible. Donc on a mis des années à comprendre que En fait, faut pas laisser les gens libres. Oui, c'est faut terrible. les faut les structurer. canaliser. Ouais. Mais clairement, maintenant, ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Parce c'est que très ils rodé sont, maintenant. en fait, ils sont guidés, tout simplement. Ils sont guidés, ils sont Dès leur accompagnés. arrivée. Il y a quelqu'un qui les amène à l'endroit où ça se passe. L'accueil, c'est super important chez nous. Parce que c'est vrai qu'on pourrait presque parler une langue qu'ils ne comprennent pas. Parce Presque. qu'on est en costume. Après tout, ils sont au XIIIe siècle.
quelle langue on parlait au XIIIe siècle dans la région, tu vois. Les gens n'en savent rien. Donc, c'est très, très important, cet accueil. Ça les met dans le bain. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a créé, ça. Tu les guides parce que quand tu as 4 activités à proposer, si tu dis aux gens, ben voilà, choisissez ce que vous voulez. Mais ils ne savent pas. Ils vont te dire, mais à votre avis, il faut que tu commences par quoi? À nouveau, ils se réfèrent à ce que tu leur dis. Commencer par le scriptorium. Ah oui, mais les enfants, ils aimeraient bien l'épée. Pourquoi vous me demandez alors? Ça marche jamais. Alors que si tu leur dis, maintenant c'est le scriptorium. C'est le scriptorium. Allez, on y va tous. Ils sont là. Waouh, c'est super, on va tous au scriptorium. Ils sont contents. Ils n'ont pas le choix. Ça marche. Bienvenue au scriptorium, qui est aussi un armorial. Alors, quand les enfants voient ce bâtiment, de toute façon, eux, ils ont encore un autre mot. Ils l'appellent l'école. Ils sont pas complètement tort, puisqu'il y a des tables et des bancs, et qu'on va leur demander d'écrire. Mais on leur demande d'écrire avec un calame. Alors là, il faudra venir avec nos visiteurs pour découvrir ce que c'est. Ils vont écrire de la caroline et de la gothique. Alors, c'est aussi un armorial. L'armorial, c'est là où on met les armoiries. Les armoiries, c'est difficile à expliquer. Un dessin qui vous représente? Mais c'est pas ça non plus. Ça peut parfois être une blague sur votre nom de famille, par exemple. Aujourd'hui, on appellera ça tout bêtement un logo. C'est exactement la même chose. C'est quelqu'un que tout le monde peut identifier facilement. Et ce logo, eh bien, il n'est pas réservé aux chevaliers. Les femmes en ont. Mais n'importe qui peut en avoir. D'ailleurs, ça s'appelle une enseigne. Ah, c'est marrant, ça s'appelle toujours comme ça, d'ailleurs. On a fini par éprouver de la frustration. Autant au Creusot, on avait des scénettes entre nous, tu vois, et autant à Salvaterra, on n'avait plus le temps. Il y a plus de choses à faire. Et ça a commencé à vraiment nous manquer parce qu'on aimait beaucoup, et puis le public aussi. Et on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose, mais avec le public. Oui. Pas juste entre nous, pas qui nous regarde, qui participe. Et 2013, ça a été une nouvelle année, parce que fin 2012, Nico, mon adversaire à cheval, est parti. Oui. Du coup, plus de joutes. Plus de joutes, plus de cheval, plus... cheval, si, des exercices, mais plus de joutes. C'est-à-dire, les gens venaient voir aussi des joutes de tournoi. Donc, il fallait réinventer quelque chose à cheval en étant tout seul à cheval. C'était pas évident. Donc, il fallait inventer ça, mais on savait que ça n'allait pas suffire. Donc, surtout créer une animation où on soit tous ensemble et on fasse participer le public. Ça a donné l'alerte. Là, nous sommes dans le futur logis seigneurial. Ici, on va aussi parler des armes, mais pas des armes de l'armurerie. On a vu que l'armurerie, c'était réservé à ceux qui n'avaient pas vraiment les moyens. Ici, on parle de la chevalerie. La chevalerie a les moyens. Ce sont des armes de prix, de luxe, qui nécessitent pas mal d'argent. Et les chevaliers ont 2 armes principales, et c'est de ça dont on parle dans le logis seigneurial. L'épée, bien évidemment, mais surtout la lance. Alors la lance, elle est tellement grande qu'en général, elle ne peut pas rentrer dans les maisons. Elle est faite quand même pour être à l'extérieur, à cheval. Elle mesure en moyenne 3 mètres, 3 mètres 50. Et ce sont les 2 armes de la chevalerie, qui sont indissociables, évidemment, du cheval. Donc le chevalier part au combat avec des hommes à pied, dont on ne parle jamais, parce que ça n'intéresse personne. Mais en réalité, il est toujours secondé par des gens à pied. Dans le logis seigneurial, on ne parle pas que des armes. C'est aussi un endroit où on accueille, où on pratique les réceptions, où on montre ce que la richesse peut faire quand on est une cité comme la nôtre. Alors, on n'est pas une cité très riche, hein, mais justement, autant montrer la richesse qu'on a quand on en a. C'est très différent du logis de Dame Isabelle, où chez elle, il y a beaucoup de choses qui cassent et qui sont fragiles. Ici, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose qui casse. Tout est fait pour casser le reste. Et puis la lance, il y en avait beaucoup avant. Oui, c'était le chiffre, c'était immense. Vous cassiez, je ne sais plus combien de lances par an. Plusieurs centaines par an. Oui, donc beaucoup. Ouais. Et ouais. Mais le tournoi durait entre 1 heure et 1 heure et demie. Hein. Oui, quand même. Oui, je me rappelle que c'était long, mais... Oui, parce qu'il y avait, avant d'arriver aux lances, qui était la fin, à la joute, il y avait plein de Les garçons se faisaient plaisir, mais le public, je sais pas. Hein. Non, les gens se marraient. Les gens se marraient. Pas, mais bon. Moi, j'aimais pas parce que moi, je savais à quel point c'était dangereux. Voilà, les gens se rendaient pas compte, mais moi, je le savais. Donc, mais une fois qu'on a fini... Il n'y a pas eu de raté, de grosses blessures? Non, il n'y a jamais eu de vraies blessures. Non. Il y a eu des petits bobos, des trucs comme ça. Il n'y a même pas eu de chute de cheval. Jamais eu ça. Mais quand on est arrivé à Salva, par contre, quand on a démarré, là, on savait, on l'avait appris. Donc, mais parce qu'il y avait eu 8 ans d'animation avant avec Excalibur. Et pendant ces 8 ans, tout ça, ça s'est créé quoi?
Voilà. Donc on était prêts. Et donc après, oui, 2013, l'alerte. Et ça a très très bien marché. Mettre super, le public dans des vrais faire bosser les gens. Faire travailler les gens. Ouais. Les seaux d'eau. Non, mais c'est clair. En fait, moi, là, j'avais une référence très très claire. C'était Ariane Mnouchkine qui a fait ça, qui a fait du théâtre participatif où les gens, du coup, ils étaient dans l'histoire. Ouais. Et en fait, tout le monde kiffe ça, bien sûr. Et on a poussé le bouchon un peu plus loin parce qu'on leur a même fait porter des trucs, et surtout, faire de l'entraînement. Enfin, on a séparé les enfants des adultes à plein de moments pour qu'après ils puissent raconter ce qu'ils ont fait et qu'ils n'étaient pas obligés de le faire ensemble. Et les enfants, au bout d'un moment, ils étaient très contents d'être séparés de leurs parents. Et les parents aussi, soyons honnêtes. Hein. Et oui, et c'est ça qui est bien. Et à la fin de l'alerte, qui dure à peu près 1 heure, eh bien... Ah, mais t'as fait ça tout à l'heure. Je t'ai vu passer de loin, mais qu'est-ce que tu faisais exactement? Et chacun, dans sa famille, avait des choses à raconter. Parce qu'ils n'étaient pas tous au même endroit. Donc, ils n'avaient pas vécu les mêmes choses. C'est ça qui est génial. Et je crois que d'ailleurs, tous ceux qui ont fait l'alerte étant petits, de ma génération, je veux dire, on se rappelle tous de l'alerte. C'était vraiment, ça a vraiment bien marché. Je pense que oui, ça a bien marché. Donc, comment est-ce que vous pensez que vous faites vivre l'histoire? Et qu'est-ce que ce seraient vos conseils pour des gens qui voudraient faire vivre l'histoire? Oui, large. Ne vous prenez pas au sérieux. L'histoire, c'est sérieux, mais pas vous. Surtout, ne vous prenez pas au sérieux. Surtout, il faut oser, moi, je dirais. Faut y aller. Vaut mieux se planter en essayant que de se dire non, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Déjà, il faut tenter le coup. Voilà. Allez-y. Non, mais sérieusement, il n'y a pas de conseil. C'est à chacun de trouver sa propre voie. Chacun trouve sa voie. Il faut aimer incarner aussi. Mais c'est ça. Pas seulement en parler, mais créer des personnages, ça t'aide après à transmettre, parce que tu es dedans. Non, c'est ta vision des choses. Quelqu'un d'autre aura une autre vision des choses. À chacun vraiment de trouver, à chacun de trouver sa voie. Et il a raison. Le truc, c'est d'y aller. C'est tout. La seule chose à faire, c'est t'aimes ça, vas-y. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis, d'avoir répondu présent. Et puis, rien. Merci à vous, la jeune équipe. Et puis merci beaucoup de faire vivre l'histoire comme vous le faites. C'est un très beau parc. En même temps, c'est très égoïste. Moi, je veux toujours faire dada en costume de chevalier. En fait, ouais, c'est vrai. Et alors, voilà, s'il y a une chose à dire à tous les gens qui veulent faire vivre l'histoire, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Le reste suivra tout seul.